Ouvrir un restaurant en face du tribunal des affaires familiales. Pourrais-je simplement déjeuner en paix? Laura dit, je veux juste une dernière chance de te convaincre de ne pas commettre cette énorme erreur. Dave, si tu continues sur cette voie stupide. Dave l'interrompt. Veux-tu vraiment étaler publiquement notre linge sale? Demanda Laura. Est-ce que les 12 personnes à portée de voix ont absolument besoin de connaître nos affaires? Dave, je me fiche complètement de savoir qui nous entend. Dans mon bureau d'avocat, nous aurions pu avoir autant de discussions pacifiques que nous le souhaitions au cours des 6 derniers mois, mais tu as dû refuser, en agissant de manière si impolie et obstinée. Pourquoi ne serais-je pas courroucé par ce que vous m'avez fait? Tu m'as contacté. Notre mariage a duré 12 ans. 12 années terribles plus tard, et j'ai découvert que tu ne m'avais jamais aimé. Pour nos 2 enfants, je n'étais qu'un donneur pratique, essentiellement une source d'argent. Dave rit, n'oublions pas cela. Appelons la banque de Dave. Laura a laissé le commentaire cinglant en suspens. Elle était encore assez humaine pour ne pas en être gênée, après tout, c'était réel. Dans le calme qui suivit, tous deux se replièrent sur eux-mêmes. Dave réfléchissait à la façon dont sa vie, autrefois satisfaisante, s'était transformée en un cauchemar incompréhensible. Un jour, malade, il avait été renvoyé de son travail peu avant le déjeuner. Le fait de voir la voiture de Karen, l'amie de Laura, garée dans l'allée, ne faisait qu'aggraver son état. Cette femme ne semblait jamais savoir quand elle devait partir. Il est entré dans la maison et a entendu des gémissements et des plaintes venant d'en haut. Alors qu'il montait les escaliers, il a vu Karen faire l'amour avec une Laura hurlante, par derrière, dans leur lit conjugal. Il a été tellement surpris qu'il a momentanément perdu la parole. Le silence fut bref, et il hurlait déjà sa colère lorsqu'une Laura sans réserve mais austère et une Karen hautaine lui demandèrent d'attendre en bas. J'ai encore du mal à croire ce que tu as dit à Laura ce jour-là. Tu voulais des enfants et tu avais besoin de quelqu'un qui puisse t'aider et les aider, alors que tu aimais Karen depuis l'université et qu'elle était ta seule et véritable âme sœur. Tu voulais être une mère au foyer. Et, comme tu me l'as si gentiment dit, Dan, Karen avait besoin de plus d'argent. Comme j'ai été stupide d'ignorer que la majeure partie de mon salaire servait à soutenir ta petite amie. Laura, ne m'as-tu jamais aimé? N'étais-je pas simplement un ticket repas et un donateur? Non, ne hochez pas la tête maintenant. Merci. Dites-le aussi à haute voix. Assumez votre décision. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi ce que vous voulez. D'accord. D'accord, Dave. Je vais être honnête. J'adorais Karen seule. Je t'ai poursuivi juste pour fonder une famille. Le meilleur candidat que tu as présenté, c'était toi-même. Tu me choisissais? Les autres candidats étaient qui diable étaient-ils? Murmura Dave. Case Davenport et Eric Jensen. Le degré de précision de Laura étonna Dave. Case. Eric. Pourquoi n'as-tu pas choisi l'un d'entre eux? Pour moi, pourquoi? Case et Eric sont des joueurs. Vous non plus. Tu as toujours été sincère et fiable. Vous obtenez ce que vous trouvez. Karen pensait que notre attitude confiante empêcherait toute malhonnêteté. Eh bien, elle avait raison sur ce point, dit Dave avec colère. Je vous présente Dave, l'escroc rêvé pour vous, ou, dans votre cas, le couple d'escrocs. Oui, c'est exact. Écoutez, je ne suis pas très fier de ce que nous avons accompli, mais gardez à l'esprit que le monde était différent lorsque nous nous sommes mariés. Les couples de lesbiennes vivant ensemble et élevant des enfants étaient encore inacceptables. Dave fronce les sourcils, son ton devient caustique. D'accord, c'est vrai. Je l'avoue. Il s'agissait de la société et du désir d'avoir des enfants. J'aspirais au mode de vie que vous pouviez offrir, un mode de vie que ni Karen ni moi ne pourrions jamais nous offrir seuls. Laura baisse les yeux en signe de culpabilité, tandis que Dave lève la tête en signe de colère. Et quel jouet utilises-tu là-bas? Tu m'as souvent dit que cette zone n'était destinée qu'aux sorties. Laura rougit d'humiliation. Karen me punissait, oh. Pourquoi exactement? Pour l'amour du ciel, pour la nuit précédant notre anniversaire, tu as couché avec moi. Elle est jalouse chaque fois que je couche avec toi, tu te souviens. Je lui ai aussi menti si tu veux la vérité. Nous n'avons jamais couché ensemble, lui ai-je dit, mais je ne pouvais pas te faire ça. Pour être honnête, je me sentais déjà horriblement mal à l'idée que ta vie ne corresponde pas à ce que tu attendais. Te transformer en eunuque me semblait trop pour ma conscience. Ce jour-là, j'ai menti à Karen. J'étais si fatigué que je suis allé directement me coucher après avoir envoyé les enfants à l'école. Karen a senti l'odeur du sexe en entrant. Elle m'a mis sur son genou, puis a continué à travailler quand vous nous avez découverts. Karen a donc la clé de notre maison. Oui. Et à quelle fréquence est-elle venue dormir avec vous dans notre lit? Pas très souvent, pour être honnête, Dave. J'allais chez elle surtout pour faire l'amour. Laura, d'où
l'amour généré? Dave, dans l'appartement que j'ai payé sans le savoir. En effet, Dave, dit Laura en baissant les yeux. C'était assez embarrassant d'être confrontée à son comportement de cette manière. Au fond, elle s'était toujours considérée comme une personne bien dans sa peau, prise au piège de ses propres actions et d'une société qui ne savait pas ce que des personnes comme elle et Karen devaient affronter tous les jours. Alors Laura, tu ne m'as jamais vraiment aimé? Même pas au début? Non. Je m'excuse, Dave. Mon orientation sexuelle est lesbienne. J'aime Karen. Dave, tu es bon. Je te respecte beaucoup, mais je suis triste de n'avoir jamais pu t'aimer. Elle a légèrement tourné le couteau dans la plaie, quelque chose dans la mâchoire serrée de Dave et la colère froide dans ses yeux l'a poussé à le faire. Au début, je détestais vraiment le sexe. J'avais envie de vomir. Pour ma performance, je mériterais probablement un Oscar. Mais quelques années plus tard, j'ai cessé de correspondre. Elle lui lance un os, comme si elle regrettait sa dureté. Parfois, quand tu me touchais, je pouvais prétendre que c'était Karen, et même quelquefois, j'étais prêt d'y prendre plaisir. Le respect? Notre vie misérable n'était qu'une supercherie mise en place par toi et ton amant. Dave se laissa aller à l'étincelle de colère de Laura lorsqu'il prononça le terme insultant. Je ne voudrais pas voir à quoi ressemble le manque de respect si c'est à ça que ressemble le respect. Malgré la colère de Laura, elle évita de regarder Dave, mais cela ne l'arrêta pas. Il poursuivit, donc, comme ton soi-disant amour, tous tes gémissements de plaisir étaient faux aussi. Oui, Dave. Et pendant toutes ces années, tu m'as coupé les vivres pendant des semaines ou des mois, agissant comme si tu avais une mycose ou une autre maladie non identifiée. Je m'excuse, Dave. Karen se sentit enviée. Laura, tu es vraiment quelqu'un d'autre. Pour Laura, ce fut le coup de grâce. Elle se sentit un peu honteuse, mais le ressentiment qui avait couvé pendant leur conversation éclata à nouveau et la submergea comme un raz-de-marée. Tais-toi, Dave. Il reste moins de 15 minutes avant la fin de la séance, et je veux que tu te l'enfonces dans le crâne avant que nous ne soyons obligés de repartir. Dave laissa tomber ses mains en signe de soumission, perdant tout souvenir de sa nourriture. Laura, que veux-tu? Je veux que nous reprenions une vie normale, Dave. Normale, comme si je revenais à la maison et que je t'ignorais endormi avec Karen? Et ça, c'est normal? Agir devant nos garçons comme si notre mariage était comme celui des parents de leurs amis, avec le vieil homme qui fait parfois l'amour par pitié? Non, Dave. Sachant cela, nous cesserons de prétendre que j'aime le sexe hétérosexuel. Karen peut vivre avec nous, vous pouvez occuper la chambre d'amis. C'est peu probable. Laura, quel genre de crétin tu m'amènes? Dave, quelqu'un sans option. Quelqu'un dont j'ai le contrôle dans ma poche arrière. Cette blague que tu fais toujours, c'est quoi? Oh, certainement. Qu'est-ce qu'on obtient si on tient un papillon dans une main et un autre dans l'autre? Un super grand papillon qui fera tout ce que vous lui direz. C'est toi, Dave. Tu n'as absolument pas le choix. Laura l'a gratifié. Ce n'est pas beau à voir du tout. Je suis désolé, laissez-moi clarifier cela. Vous avez exactement deux choix, soit mener une vie normale, presque normale. Passez votre temps avec vos enfants. Je serai interdite d'accès, tout le reste sera exactement comme avant. Ou bien vous pouvez traverser la rue jusqu'au palais de justice, vous induire en erreur et observer comment les choses se passent. Laura s'arrêta en attendant la réponse de Dave. Nous avons retiré le juge Reynolds, bon sang de bonsoir. Karen affirme qu'il travaille là depuis 20 ans et que le mur de son bureau est presque entièrement recouvert d'une collection d'orgueil masculin si vaste qu'on pourrait à peine se faufiler à travers la porte. Il n'a jamais pris le parti d'un mari de toute sa carrière. Il me donnera la maison indépendamment de ce que la femme a fait, vous devrez payer toutes les charges. Vous paierez toutes les franchises et il veillera à ce que je reste couvert par votre assurance. Et laissez-moi vous dire tout de suite, Dave, que cela représentera beaucoup d'argent. Je n'ai jamais travaillé de ma vie, c'est pourquoi il fixera une pension alimentaire si élevée qu'elle équivaudra au PIB d'un pays du tiers-monde. Pendant ce temps, vous vivrez dans une boîte à chaussures sur la décharge municipale, en fantasmant sur le fait d'avoir assez d'argent pour acheter des macaronis au fromage. Les joues de Laura étaient rougies par le ressentiment. Dave baissa la tête et fixa la table, s'évanouissant dans la défaite. Jetant un coup d'œil à l'horloge, Laura décida d'utiliser son atout. Et en ce qui concerne tes gars, Dave, tes fils inestimables, que dirais-tu d'un week-end par mois, à moins que la cour n'en décide autrement, tu seras autorisé à les voir. Mais vous savez, Dave? Ces week-ends-là, ils pourraient être absents pour un millier d'autres raisons, un malaise ou un match de foot. Je ferai en sorte de créer. Laura s'arrêta pour respirer un peu, puis reprit. Et pendant ce temps, je dormirai avec Karen dans ton lit alors que tu ne pourras même pas t'offrir un rendez-vous avec ta main droite.
Allez, Dave, utilise un langage modéré. Tu te représentes toi-même alors que j'ai un avocat au tribunal payé $3000 par jour. Pourquoi gâcher complètement votre vie? La raison est la suivante, quand pourrons-nous revenir aux choses telles qu'elles étaient? Rien d'important ne restera en l'état. Dave lève la tête et ses yeux ne brillent que par le désespoir. Je vivrai sans aucune fierté. Il s'arrête et secoue la tête. Je ne pourrai pas regarder mes garçons dans les yeux. Dis-moi, Laura, tu m'as rappelé que même lorsque les garçons ont été en âge d'aller à l'école, tu n'as jamais travaillé. Tu n'as jamais aidé à payer les factures ni cherché un emploi quand je t'ai supplié de le faire. Depuis le début, c'était ça ton plan. Être en bonne position si jamais je découvrais ton petit secret. En cas de divorce, vous auriez donc l'avantage que connaissent les conjoints sans emploi. En effet, c'est ce que Karen avait en tête. En outre, nous pouvions nous voir pendant la journée. C'est là que les choses commencent à se gâter. Elle ne travaillait comme serveuse que le soir pour pouvoir passer toute la journée avec toi pendant que je travaillais dur pour subvenir aux besoins de la famille et couvrir la différence pour son appartement qu'elle ne pouvait pas se permettre avec le salaire minimum et les pourboires. Regarde les choses d'un autre point de vue, Dave. Elle économisera beaucoup d'argent si elle emménage avec nous. Laura regarda l'horloge, mais Dave prit la parole. Laura, pourquoi voulez-vous rester mariée? Elle répondit, parce que les garçons ont besoin d'un père, Dave, puis ajouta presque avec mépris, et je ne veux pas te voir démuni et épuisé. Dave, tu es un homme bien, mais si tu t'écartes du plan, tu ne mériteras pas la tempête d'ordures qui est sur le point de te frapper. Donc, en ce qui concerne le refus des garçons de rester dans leur propre maison, rien ne peut être fait. Votre amant restera avec maman et papa ce soir. Laura, tu pensais vraiment que je ne savais rien? Comment se fait-il que tu perdes rapidement tous tes copains qui t'abandonnent dès que tes actes répugnants sont connus du public? Y a-t-il un rapport avec le fait que notre pasteur t'ait dit d'éviter les dimanches? Laura, ça te dit quelque chose? Laura se contente de hausser les épaules et se tourne à nouveau vers l'horloge. Il est temps de partir. Dave, que dirais-tu? Je dirais, vas-y et baisse-toi comme un concombre primé. Tu te froisses. Regarde de l'autre côté de la rue. Laura a gémi de consternation, s'est levée et est retournée au tribunal. L'issue prévue par Laura a été respectée lorsque l'audience de divorce s'est terminée 47 minutes plus tard. Le juge Reynolds s'est lancé dans une tirade sur les maris qui n'allaient pas consulter, sur les mères au foyer qui sont des saintes qu'il faut aimer et protéger des conjoints violents qui ne tiennent pas compte d'idées désuètes comme la loyauté. Lorsque la pension alimentaire a été fixée à un montant bien supérieur à celui prévu par l'avocat de Laura, Karen était ravie. Laura était un peu offensée, mais Dave était vraiment un homme bien. Il n'avait pas les éléments nécessaires pour l'entretenir. Elle pensait déjà à ne pas encaisser quelques chèques pour que Dave puisse intervenir et peut-être même avec les plus grands amis qu'elle avait perdus, reprendre contact avec les enfants. En jetant un coup d'œil à l'autre bout de la pièce, elle s'attendait à voir le visage de son ex-mari couvert de chagrin. Pourtant, elle éprouve de la sympathie. Pourquoi aurait-il de la peine pour elle? C'est l'inverse qui devrait se produire. Au même moment, elle entendit quelqu'un derrière elle. Madame Laura Brown, parfois connue sous le nom de Thompson. Laura se retourna pour découvrir deux fonctionnaires de police en uniforme. En effet, la police? Vous êtes en état d'arrestation pour fraude et violation des dispositions 2-57A et février 1958 du Code pénal de l'État pour avoir obtenu illégalement des avantages par des méthodes malhonnêtes. Vous êtes libre de ne rien dire. Votre droit à un avocat est. L'interruption de Karen depuis la tribune publique a brisé son récit monotone. Quel avantage, pour l'amour du ciel, a-t-elle acquis? Le deuxième policier hausse le ton. Pension alimentaire, logement gratuit, et ce n'est pas tout. Vous êtes aussi Karen Smith. À ce moment-là, Karen se précipite vers la porte. Bonjour, Dave. Le souvenir du juge Asher, alerté par les cris de la police qui rattrapaient Karen alors qu'elle tentait de se précipiter vers la porte du palais de justice, me fait encore sourire. Vous devriez me connaître, je suis sûr de quelques-uns d'entre vous. En prime, pour satisfaire mon sens de la justice, elle s'est cognée la tête contre le mur en chêne massif lorsque ses mains ont saisi ses chevilles. Il s'est avéré que si le mensonge et la malhonnêteté ne sont pas des crimes en soi, le fait d'en tirer un profit financier l'est. C'est ce que nous appelons la fraude. Il s'agit d'un large éventail d'activités criminelles consistant à utiliser des techniques malhonnêtes ou trompeuses pour obtenir des avantages ou des bénéfices injustes par rapport à d'autres personnes. Appelons simplement le plan de vie de Laura, plan de vie, car, lorsque j'ai entendu parler d'elle pour la première fois, je n'ai pas trouvé d'expression assez forte pour décrire son comportement. Les pensées concernant ma propre innocence et l'inquiétude de perdre mes fils m'ont naturellement rendu dépressif. Comme tout homme normal,
je me suis enivré et j'ai eu de la chance en racontant mon histoire à mon ami Jono. Au bar, un autre couple l'a entendu. Dans ce même pub où Jono et moi nous trouvions ce jour-là, Tom et Mike organisaient leurs propres funérailles pour le mariage de Tom. Tom avait finalisé son divorce et était donc une nouvelle victime du juge Reynolds. Tom avait besoin de se défouler, et mon récit lui a permis de se libérer. Tom et Mike sont des enquêteurs de l'État. Pendant que Jono, Tom et Mike me ramenaient à la maison, nous avons commencé à planifier tous les quatre. Les plans financiers de Laura et Karen consistaient à vivre totalement de mes revenus. Même si les preuves étaient assez faibles et n'étaient pas aussi claires que nous l'aurions souhaité, c'est exactement la raison pour laquelle nous en avions besoin pour obtenir gain de cause dans l'affaire du divorce. Outre les conclusions du juge Reynolds, l'aveu sans équivoque par Laura de son intention de m'induire en erreur, enregistré par Tom, assis à une table voisine du restaurant avec un magnétophone, nous a permis d'établir l'intention, la malhonnêteté et l'avantage. L'avocat de Laura a tenté de faire valoir que l'échange enregistré était juridiquement nul. Mais Laura avait approuvé l'enregistrement, a décidé le juge, en déclarant « Je me fiche de savoir qui nous entend, Dave ». Lorsqu'elle est revenue à elle, Karen était menottée à un brancard de l'hôpital. Laura a payé sa caution, mais Karen est partie immédiatement. Notre petite équipe l'avait prévu, et Jono et moi avons surveillé sa résidence à tour de rôle. Karen a été placée en détention jusqu'au procès, Tom l'attendait à 200 km de là, à la frontière de l'État. Lorsque Laura a découvert la trahison de Karen, son amant avait été son témoin vedette et ostensiblement son autre moitié, elle a craqué. Une fois que l'avocat de Karen l'a persuadée de plaider coupable, Laura a cessé de l'aider, ce qui a considérablement affaibli la force de l'affaire. Une telle malhonnêteté a dégoûté les juges dans les deux cas, et les deux femmes ont donc été condamnées à 5 ans de prison. 6 mois après que Laura a frappé Karen dans la cour d'exercice du centre correctionnel pour femmes, sa peine a été doublée. Elle n'a même pas été autorisée à se rendre à la deuxième audience du tribunal des affaires familiales, où tout m'a été rendu. 4 ans plus tard, Laura a été libérée, et je m'étais alors remarié avec la formidable sœur de Tom, que mes garçons appellent maintenant maman. Je leur ai demandé s'ils voulaient voir leur mère biologique en prison ou s'ils voulaient être impliqués avec elle une fois qu'elle serait sortie. Mais j'ai obtenu le même haussement d'épaule apathique chaque fois que j'ai abordé le sujet. Laura a commencé à faire preuve de plus de ténacité en voulant les voir, mais finalement, elle est toujours partie en larmes, seule. Bien que cela ait été terrible et difficile, j'ai fini par devenir un homme plus sage et plus heureux.